Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Adrien. Adrien Claire, Clairé. Clairet, désolé, ouais. Je suis à Toulouse. Voilà, aujourd'hui, Adrien, j'étais agent immobilier et puis aujourd'hui, gérant d'une agence immobilière. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, C'est avec plaisir. d'accueillir dans votre local. Et avant tout, est-ce que vous pourriez vous présenter qui vous êtes, votre parcours? Bien sûr, alors je vais essayer de faire bref pour pas ennuyer tout le monde. Euh, j'ai aujourd'hui 40 ans et nous nous trouvons effectivement dans le centre immobilier Canopy que j'ai créé il y a maintenant 5-6 ans. Alors la particularité du centre immobilier, bah, c'est un peu comme un centre médical où vous avez le médecin généraliste qui est entouré des spécialistes du domaine médical. Bah, j'ai créé la même chose pour l'immobilier. Donc on a effectivement l'agence qui est au cœur du système et qui est entourée par les spécialistes de l'immobilier. Donc ça va du notaire en passant par le courtier en prêt, le gestionnaire de patrimoine, jusqu'aux déménageurs, jardiniers et entreprises du bâtiment. En tout, on est une quinzaine de sociétés à cohabiter ensemble. Comment j'en suis D'accord. arrivé là À la base, je suis ingénieur de formation en génie industriel, donc vraiment rien à voir. J'ai continué mon cursus scolaire par un MBA en école de commerce et j'ai commencé à travailler à 23 ans dans l'industrie nucléaire. D'accord. Donc là, j'avais effectivement plusieurs voyages à l'étranger de manière régulière. J'ai travaillé pendant 2-3 ans en tant qu'ingénieur commercial sur la région parisienne et au bout de quelques années, 3 ans, un chasseur de tête m'a approché pour me Mhm. proposer un travail en Normandie en prenant effectivement du galon et en devenant responsable commercial. D'accord. Donc j'ai accepté, on a déménagé en Normandie, où j'ai commencé en tant que responsable commercial dans une usine qui produisait des composants. Je suis devenu au fur et à mesure des années, jusqu'à obtenir le poste de vice-président des ventes pour cette société qui avait des usines dans quasiment tous les pays, en France, en Angleterre, au Japon, en Chine, en Inde, jusqu'en 2016, où en 2016, voilà, j'ai connu un épisode de la vie comme certains peuvent connaître, une séparation, un divorce. Et donc ma compagne de l'époque est revenue sur la région toulousaine où j'ai dû la suivre pour mon fils. D'accord. Donc je suis arrivé à Toulouse. Bon, j'ai quand même eu quelques épisodes de travail où notamment j'étais directeur commercial dans l'industrie. Et en 2018, j'ai dû me reconvertir puisque j'avais trop de déplacements, je partais trop souvent de mon domicile. Et pour mon fils, voilà, j'avais besoin de trouver un métier qui me gardait sur Toulouse. Et donc, en discutant tout à fait par hasard avec l'agent immobilier qui m'avait vendu ma maison, en discutant, voilà, un soir, il m'a proposé de le rejoindre pour une formation dans l'immobilier avec à terme le projet d'ouvrir mon agence. D'accord. Et donc c'est fait tout fait par hasard en 2018, donc on a fait deal ensemble, hein, on a passé un accord. Il me formait pour l'immobilier et moi je venais renforcer sa structure. Et donc ça devait D'accord. durer 6 mois, un an. Au final, ça a duré 2 ans. Donc entre D'accord. 2018 et 2020, on a travaillé ensemble. Moi j'ai appris le métier de l'immobilier en commençant depuis la base, hein, agent commercial. Et petit à petit, voilà, j'ai acquis les ficelles du métier. Et donc en 2020, juste avant le Covid, j'ai bâti ce projet de centre immobilier. Je voulais vraiment apporter une innovation au métier de l'immobilier. Je ne voulais pas une simple agence de quartier. Je ne voulais pas un réseau de mandataires avec uniquement des agents commerciaux. Je voulais quelque chose qui soit entre les deux. Mhm. Et donc j'ai créé voilà, Canopy, qui est une agence collaborative avec cet aspect centre immobilier. Et puis voilà, une équipe d'agents commerciaux que j'accompagne en formation euh, jusqu'à effectivement devenir aujourd'hui, 6 ans après, voilà, une entreprise qui vit. Super intéressant. Ça veut dire qu'il y en a ici, pas qu'en agence immobilière, parce qu'il y en a plusieurs entreprises en fait, c'est ça? C'est ça. Donc là, on a 400 mètres carrés de locaux qu'on va peut-être découvrir ce matin. Un Donc là, plaisir. nous sommes dans le salon Zen, donc qui est une pièce voilà, assez atypique et donc qui nous sert voilà, à la fois pour le repos des équipes le midi et puis voilà, de plus en plus à des rendez-vous professionnels. Euh, donc voilà, c'est l'espace Zen, c'est une des pièces de nos locaux. Voilà, on est dans une atmosphère un peu voilà, chaleureuse et accueillante.
Merci. Et puis effectivement, vous avez commencé du coup 2018 et aujourd'hui vous êtes franchisé chez Remax. Tout à fait. Alors au départ, on n'était pas franchisé, hein. Quand on a ouvert en 2020, on était seulement Canopy, Oui, la marque que j'ai créée. Et donc en 2023, euh, Remax est passé par Toulouse, est venu nous rencontrer en nous disant, bah, écoutez, votre concept est intéressant, vous avez des grands locaux. Euh, et donc ils se sont présentés à nous, voilà, Remax, entreprise internationale, leader dans le monde, leader en Europe. Et une marque, voilà, que personnellement je ne connaissais pas, qui venait de s'implanter en France et qui se développait de manière importante, hein, puisqu'ils ont commencé il y a quelques années seulement en région parisienne. Aujourd'hui, on est quasiment 100 agences. mhm, Et donc voilà, quand ils se sont présentés en 2023, j'ai euh, j'ai eu le choix à faire. Est-ce qu'effectivement je signe avec Remax ou pas? Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui ils ont le vent en poupe, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, ils seront leaders en France. C'est le moment de prendre le train, mhm. voilà, et de rentrer dans le concept. Et donc, effectivement, je me suis franchisé Remax France pour la partie transaction. D'accord. C'est une partie de transaction en fait. Juste la partie D'accord. transaction, donc on reste autonome, on reste Canopy pour la partie gestion locative et syndic. D'accord. Quel est votre bilan du coup 3 ans aujourd'hui? Alors, un peu compliqué de faire le bilan parce que là, on D'accord. connaît en France une crise au niveau immobilier. Effectivement. Ça fait effectivement 2 ans que le marché est en crise, donc bon, euh, difficile de faire un bilan. D'accord. En tout cas, je pense que personnellement, en fait, c'est le système franchise, c'est très, très réputé en fait dans l'affaire. Donc, c'est un bon système en fait. Oui, alors la franchise, Mhm. effectivement, si on fait le retour depuis la création de l'entreprise, la première barrière qu'on a eue, c'était effectivement la notoriété. D'accord. La marque que j'ai créée, Canopy, voilà, manquait de notoriété, personne ne connaissait. Et donc voilà, faire partie d'un réseau franchisé, ça aide à passer cette barrière. Mhm. Ouais, peut-être une façon de booster aussi votre affaire, votre business. C'est ça, exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous passionne dans ce métier? Bah, ce qui est passionnant, c'est qu'on a tous les jours des projets différents. D'accord. Aussi bien le bien, ça peut être effectivement un petit local commercial, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un loft. Donc il y a une diversité de biens immobiliers et une diversité de clients. Donc Mhm. on peut aussi bien discuter avec un ouvrier le matin, discuter avec un PDG d'un grand groupe le soir. Voilà, on a une diversité de biens et une diversité de typologies de clients. Ouais, ça c'est excellent en fait. Parce que chaque jour en fait, Voilà, chaque jour est un nouveau jour avec Mhm. effectivement des nouveaux sujets qu'on a peu ou pas connus avant. Ouais. Du coup, voilà, ça rejoint en fait la question suivante. Quelle qualité en fait il faut absolument avoir pour réussir dans l'immobilier en fait, en Alors, tant qu'agent immobilier par ouais, exemple. alors dans l'immobilier, pour moi, il faut deux qualités essentielles. La première, c'est la résilience. D'accord? Voilà. Il faut être résilient, c'est-à-dire la capacité à franchir des barrières. Dans l'immobilier, c'est un métier qui ne se fait pas comme ça, c'est pas un métier simple. C'est vrai. C'est un métier où vous avez énormément de barrières. Euh, il faut être capable de rencontrer des personnes qui vont vous dire non, qui vont vous dire non, qui vont vous dire non, pour à la fin avoir un oui. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la résilience, c'est être Mhm. capable de ne pas se décourager et malgré les non, 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 d'aller vers l'avant. Ça, c'est la première qualité qu'un agent dans l'immobilier doit avoir, c'est cette capacité effectivement à rencontrer du monde, pas de projet, pas de projet, pas de projet, pas de projet, et de rencontrer à la fin quelqu'un qui vous dit j'ai un projet, je vous le confie. D'accord. Ça, c'est la première qualité. Et la deuxième, c'est l'empathie, l'écoute. Mhm. L'écoute. Voilà. Il faut être capable de laisser parler la personne et d'identifier le vrai sujet. Peut-être qu'une personne va vous dire ah bah non, j'ai pas de maison à vendre. Il faut pas s'arrêter là, il faut creuser le sujet. Ah bon, et donc où est-ce que vous vivez? Ah bah je vis dans un appartement. Et à la fin, peut-être qu'il va vous dire bah l'appartement, je veux le vendre. D'accord. Mais ça, si vous n'êtes pas capable d'écouter, Mhm. vous le saurez jamais. Donc voilà, il faut prendre le temps de découvrir son client, de faire une vraie découverte client, d'écouter, Mhm. pour à la fin, voilà, connaître vraiment votre client et savoir qu'est-ce qu'il peut vous confier, en quoi vous pouvez l'aider. D'accord. Donc Donc, ça, c'est vraiment les deux qualités essentielles, l'écoute, mhm. l'empathie et la résilience. Bien.
Excellent, oui, effectivement, c'est pour ça aussi, ça prend du temps en fait. Hein, Ah, ça prend du temps. Quelqu'un qui découvre le métier d'immobilier, voilà, il faut plusieurs mois, même plusieurs années, enfin même moi, hein, après 8 ans dans l'immobilier, j'apprends encore. Excellent. Et même des collègues que j'ai qui font 40 ans d'immobilier, qui sont proches de la retraite, apprennent encore des choses. Donc c'est voilà, c'est un domaine, un métier où on apprend toujours. D'accord, du coup, bon, heureusement ou malheureusement, en fait, voilà, on est tous différents, en fait, voilà, personnalité. Quel type de personnes qui réussissent plus, en fait, dans ce métier, selon vous? Alors pour moi, ceux qui effectivement réussissent le plus ou réussissent le plus vite, c'est les personnes qui vous écoutent, puisque nous on apporte une vraie formation, et qui appliquent. D'accord. La personne qui va écouter la formation et qui va appliquer ce qu'on lui dit, elle va réussir. Et bien sûr, il faut travailler. Ouais. Voilà. Tout travail mérite salaire. Et donc voilà, plus on travaille, plus on a du salaire. Et donc forcément, celui qui travaille 7 heures dans la semaine aura pas de résultat, ou peu. Et celui qui travaille 35 heures tous les jours, voilà. C'est intéressant, parce que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, voilà. Tout à fait, vous oui. travaillez combien d'heures par semaine? Alors, moyenne. En moyenne, on va dire 40. D'accord. Il y a des semaines où c'est peut-être 60, des semaines où c'est 35. Voilà. Il faut travailler tous les jours pour réussir. D'accord. Donc vous travaillez tous les jours à peu près Tous les jours. D'accord. Intéressant parce que bon, personne aussi nous écoute en fait. Peut-être ils pensent aussi un jour, peut-être pourquoi pas devenir agent immobilier, pourquoi pas lancer moi aussi. Très bien. Et dans ce cas-là, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut lancer dans l'immobilier? Alors, premier conseil, c'est effectivement de se rapprocher d'une entité qui est capable de les former et de les accompagner. Si vous prenez une agence lambda qui va peut-être vous dire, ben voilà, une formation de 2 jours, maintenant allez sur le terrain. Il faut me ramener du mandat. Ouais. Bon, ça marchera pas. Il faut prendre effectivement une agence qui va vous accompagner sur le long terme, qui va vous former et qui va vous aider à démarrer. Une personne qui va venir avec vous sur le terrain, comment on fait sur le terrain, comment on sonne, comment on se présente, comment on discute avec les gens. Ça, c'est très important. La formation. Et la deuxième chose, c'est le conseil d'appliquer. Il ne faut pas prendre ce rôle à la légère. Nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant j'ai déjà un métier qui me prend 35 heures. En plus de ça, je vais faire de l'immobilier. Là, c'est très compliqué. Si vous avez un métier full-time, plus faire de l'immobilier à côté, ça ne marchera pas forcément. Il faut, dans ce cas-là, avoir un gros réseau, avoir des personnes qui sont capables de vous apporter du mandat sans travail de votre part. Et ça, c'est un peu l'exception. Ouais. Si vous voulez effectivement réussir, il faut y consacrer 35 heures minimum par semaine. Donc ça veut dire pas avoir un emploi full-time à côté. Peut-être un temps partiel, ça vous laisse effectivement du temps pour travailler. Et voilà, il faut appliquer, il faut écouter et appliquer. Nous, la méthode qui fonctionne, on l'a. D'accord. Donc on sait la dispenser. Oui, effectivement, parce que chez vous, en fait, vous avez un centre comme en formation aussi. Tout à fait, on le verra peut-être tout à l'heure. On forme en interne nos agents. Donc on a à la fois la formation Remax qui est dispensée par notre franchise et on complète, nous, par effectivement une formation en interne de Canopy. Qu'est-ce qui fonctionne ici, dans notre centre immobilier sur Toulouse. Effectivement, donc voilà. Si une personne qui vous envisage de lancer dans l'immobilier, voilà, il faut penser en fait temps plein, quoi. C'est ça en fait. Il faut pour avoir un résultat. Voilà, pour avoir du résultat aujourd'hui, il faut penser temps plein, minimum 35 heures par semaine à y consacrer. Merci. Et beaucoup de gens pensent que en tant qu'agent immobilier, on gagne beaucoup d'argent, on peut devenir riche. Est-ce que c'est vrai? Alors, une chose importante dans ce que vous venez de dire, c'est on peut. D'accord. Donc effectivement, cette possibilité de devenir riche, elle existe. Mais tous les agents immobiliers ne deviennent pas riches. Et je dirais qu'en moyenne, ça permet de gagner sa vie. Donc on peut en vivre très, très bien. Par contre, on ne devient pas riche. Devenir riche, c'est effectivement une partie des agents immobiliers. Et pour y arriver, c'est beaucoup de travail. Moi, quand je regarde ceux qui réussissent, ceux qui gagnent bien ou beaucoup leur vie,
c'est des gens qui travaillent beaucoup. D'accord. C'est des gens qui travaillent peut-être 60 heures par semaine, Mhm. voilà, qui ont en fait une vie rythmée par le travail. Ils se lèvent en pensant travail, ils se couchent en pensant travail. Et donc voilà, forcément, ils développent un réseau autour d'eux, donc des clients potentiels autour d'eux, D'accord. qui au final leur amènent beaucoup de travail et donc deviennent très riches. Mhm. Cyberchance travaille à niveau national, niveau régional. Peu importe, je peux, voilà. D'accord. Dans mes connaissances, je connais qui sont très localisés, qui travaillent effectivement localisés. sur un secteur très, très restreint, d'autres qui sûr. travaillent sur un secteur national, d'autres qui travaillent sur un secteur international. J'ai des amis qui sont en France, mais qui font des affaires à Dubaï, qui font des affaires aux États-Unis, qui font des affaires dans quasiment tous les pays du monde, parce qu'ils ont réussi à tisser des liens avec les différentes antennes Remax. Et donc voilà, ça génère du business. Même si à chaque affaire, ils prennent qu'une petite proportion de l'affaire. Mhm. Par exemple, ils font une affaire, je ne sais pas, en Grèce. Ils prennent peut-être 20 ou 50% de la commission. Et voilà, une partie plus une partie plus une partie, ça forme au final un grand tout. Bien sûr, oui. Quelles ont été vos plus grandes difficultés au début quand vous avez lancé dans cette affaire? Alors au début, j'ai rencontré deux problématiques. La première, j'en ai parlé, c'était la notoriété. Ouais. Notoriété, voilà, personne connaissait ma marque, et donc c'était compliqué de convaincre nos clients. Ouais. La deuxième difficulté, qui est un peu liée à la première, c'est effectivement de convaincre des agents de nous rejoindre. Mhm. Puisque nous, la marque, elle fonctionne seulement si on a une équipe commerciale. Ouais. Et donc recruter des agents commerciaux, ça a été effectivement notre deuxième problématique. Bon, apparemment vous avez bien fait, donc oui, effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus, et donc effectivement, c'est en se différenciant des autres marques, notamment grâce à la formation, l'accompagnement proposé aux agents, qu'on a réussi effectivement à les faire venir. Effectivement. Et puis voilà, bon, ce que les gens aussi qui n'habitent pas forcément en France, qui vont peut-être découvrir aussi notre interview. Du coup, voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en France comment ça fonctionne en fait une agence immobilière? Une synthèse, un résumé un petit peu. Si on prend les agences immobilières en France, on est quasiment tous sur le même mode de rémunération, la même grille de commission. C'est des commissions qui vont entre 4% et jusqu'à 7% du prix du bien. Plus le bien est cher, plus le pourcentage diminue. Donc si on est sur un appartement à 100 000 €, on va être à 7%, et si on va être sur une maison à 600 000 €, on sera plutôt sur 4%. Et donc voilà, plus le prix monte, plus la commission descend. D'accord, donc c'est entre 4 et 7% en fait. Voilà, en moyenne. En moyenne, oui. En moyenne, c'est-à-dire qu'on a des réseaux de mandataires qui démarrent, qui vont proposer peut-être des commissions plus importantes pour s'aider à démarrer. Donc ils vont proposer, je ne sais pas, des 3%, ou d'autres agences qui vont proposer une rémunération, une commission fixe. Mais voilà, généralement ces choses-là ne tiennent pas dans le temps. Oui. Mais voilà, en moyenne, c'est entre 4 et 7. D'accord, ça c'est de l'agence. Mais après, voilà, agent immobilier. Oui. Il touche combien? Alors, après... il faut bien faire la différence. En France, le marché immobilier est géré par une loi, la loi Hoguet. Et donc cette loi Hoguet, qui a été publiée il y a déjà quelques années, il y a une trentaine d'années, elle fait bien la différence entre agent immobilier, donc ce que je suis, qui a la carte qui est délivrée par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui vous autorise à travailler dans l'immobilier. Donc cette carte m'autorise moi à travailler dans l'immobilier, à faire des transactions, et votre équipe, l'équipe de commerciaux qui eux sont agents commerciaux dans l'immobilier. Donc il y a une sacrée différence entre les deux. Ouais. Et beaucoup de personnes font la confusion entre agent immobilier et agent commercial dans l'immobilier. Puisque les agents commerciaux dans l'immobilier, c'est une délégation de ma carte. Donc c'est moi qui délègue mon autorisation aux agents commerciaux. Et donc ces agents commerciaux, comment ils sont rémunérés? La plupart des agences font une division 50-50. Donc quand un agent commercial fait une vente,
Il y a 50% de la commission qui est pour l'agence, 50% de la commission qui est pour l'agent commercial. En fait, pourquoi voilà, un vendeur, un acheteur devrait passer par une agence immobilière ou plutôt qu'un vendeur vendait seul? Ouais. Donc ça, la France, je pense qu'on est l'un des rares pays du monde à avoir encore une grosse partie des ventes qui sont faites en direct. Si on prend les États-Unis ou le Canada, il y a très peu de ventes en direct. Toutes les ventes se font par agence. En France, on a encore voilà, 30% des ventes qui sont faites en direct, entre particuliers. Ouais. Et donc 70% des agences, des ventes qui sont faites par un intermédiaire. Qu'est-ce que nous, effectivement, on peut apporter à ces clients qui vendent en direct? C'est principalement deux choses. La première, c'est effectivement le conseil et du coup la sécurisation de la vente. D'avoir un intermédiaire qui va peut-être voilà, faire le lien entre acheteur et vendeur, ça sécurise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de vices cachés, on ne peut pas avoir d'arnaque sur le bien. Nous, en tant que professionnels, voilà, on va s'assurer que ce qui est vendu est correct, qu'il n'y ait pas de loup. La deuxième chose, c'est au niveau de la visibilité. Le vendeur, en vendant seul, il sera visible que sur des portails. Par exemple, en France, Le Bon Coin. Nous, en tant que professionnels immobiliers, on peut avoir une visibilité européenne, voire mondiale. Par exemple, nous, on va publier sur le portail Remax France, on va publier sur le portail Remax Europe, et du coup, on sera sur le portail Remax Monde. Donc, je prends un exemple, on a eu le cas récemment, une acheteuse américaine a vu un bien qu'on avait en France, en vente, à travers le portail Remax. Excellent. Et ça, si le particulier avait mis son annonce, il n'aurait jamais touché cette cliente américaine. C'est pour ça se trouve en fait la force en fait dans ce système en fait. Hein. On peut toucher des acheteurs en fait pas qu'en France, on peut toucher aussi ailleurs, au monde entier quoi. C'est ça. Avec notre franchise, on touche le monde entier. C'est ça donc c'est un avantage. Et merci. Effectivement dans le marché immobilier, dans la vente, effectivement il y en a beaucoup d'arnaques, il y en a beaucoup de vices cachés aussi. C'est ça. Effectivement. Et du coup, quels sont les erreurs assez courants chez les acheteurs en fait? Pour un acheteur qui va acheter effectivement en direct, bon, d'une part je le déconseille, mais si jamais c'était le cas, il faut effectivement bien vérifier le bien au niveau technique. Donc déjà, s'assurer que le diagnostic performance énergétique est une obligation en France, liste bien l'ensemble des problématiques. Ensuite, faire une vérification au niveau toiture. Ouais. La toiture, c'est vraiment l'un des postes techniques qui peut très vite coûter cher. S'il y a une infiltration d'eau, si effectivement la toiture n'est pas isolée, ça peut engendrer des coûts assez importants. Et la deuxième chose, c'est les fondations. Les fondations, là aussi, à corriger, à réparer, ça peut très vite coûter très cher. Donc voilà, en gros, c'est les basiques. Le diagnostic performance énergétique, les fondations et le toit. Ces trois postes qu'il faut absolument vérifier parce que beaucoup de clients qui achètent en direct, sans passer par une agence, ont un coup de cœur. Ils sont aveuglés, en fait, c'est un peu comme un coup de foudre en amour. On peut avoir un coup de foudre pour une maison, et donc voilà, on ne va pas regarder les problèmes, et on va dire, voilà, j'aime la maison, donc je l'achète. Et voilà, ne pas oublier de vérifier les fondamentaux, donc voilà, les fondations, le diagnostic performance énergétique et la toiture. Effectivement, ça arrive assez courant malheureusement. Et merci pour ces conseils précieux. Pour les personnes qui vont acheter son premier bien, et quel budget minimum il faut prévoir son premier achat immobilier? Ça dépend de ce qu'on achète. Tout à fait. On peut acheter un appartement, un petit studio à 60 000 euros, comme on peut acheter une maison à 300 400 000. Si on parle de pourcentage par exemple. En pourcentage, on va prendre un bien entre les deux, un bien à 200 000. Je crois que dans tous les cas de figure, si on veut bien acheter, il faut avoir un bon financement. Donc l'étape de base, ça va être de créer un bon dossier.
Et donc pour créer un bon dossier, il faut effectivement optimiser son dossier que vont regarder les banques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre l'épargne chaque mois de côté pour que la banque voit que vous n'utilisez pas tout ce que vous gagnez, Ouais, que vous c'est arrivez important, ouais. chaque mois à mettre en épargne, qu'elle voit que vous n'avez pas de dépenses superflues. Donc ne pas jouer au jeu d'argent, ne pas voilà, acheter des choses sur des coups de cœur. Voilà, il faut optimiser votre dossier. Donc pendant voilà, quelques mois, il faut montrer à la banque, parce que la banque remonte généralement dans les 3 mois précédents votre demande de financement, donc il faut que les 3 mois précédents Mhm. soient clean. Ouais. Ça c'est la base. Et qu'elle voit que vous avez la capacité d'acheter. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre 33% de ce que vous gagnez, et elle va dire que ces 33% de ce que vous gagnez, vous pouvez l'optimiser et le dépenser en crédit. Mhm. Donc voilà, première chose, premier conseil pour un acheteur, c'est d'optimiser son profil bancaire. C'est-à-dire que quand la banque va regarder les 3 mois précédents, qu'ils voient, bah, vous avez un salaire fixe, Ouais. vous avez des dépenses qui sont classiques, la nourriture, l'assurance voiture, qui n'est pas de crédit conso. Ouais, c'est très important. Très important Ouais. qu'il n'y ait pas de crédit consommation. Si vous avez fait un crédit consommation pour acheter une chaîne IFI, voilà, c'est pas bon. Il vaut mieux le rembourser avant de demander à la banque un crédit immobilier. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, si on veut acheter en France, en tout cas, il faut dire à la banque que vous avez de l'épargne, que vous pouvez mettre en apport. Ouais. La banque ne vous prêtera pas, ou dans de rares cas, si vous voulez acheter un appartement à 200 000 et que vous avez 0 apport. Il faut à minima avoir en apport les frais de notaire. Les frais de notaire, aujourd'hui, c'est autour de 8% en France. Donc voilà, il faut avoir, au moins en épargne, que vous pouvez apporter au financement 8% du prix du bien. D'accord. Bon, avec tes différents frais, tout ça, à peu près, il faut garder 10%, quoi. Si on va acheter un appartement de C'est ça. 200 000, ça veut dire voilà, il faut au moins 20 000 euros en fait dans son compte. C'est ça. D'accord. Alors, et puis en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui posent des questions aussi. Ils ont des opinions différentes en fait. Certains ils disent que voilà, d'abord il faut acheter pour vivre. Certains ils disent que d'abord il faut acheter pour l'investir. Quel est votre Et effectivement, il y a les deux écoles. Hein. Il y a les deux écoles. Alors les deux ont leurs arguments. Certains vous vont dire effectivement qu'il faut commencer par acheter votre résidence principale avant d'investir. Et d'autres qui vont vous dire, bah, voilà, il ne faut pas acheter votre résidence principale, il faut commencer par investir. Je pense que la réponse à cette question, elle se fait fonction du contexte. Aujourd'hui, en juillet 2025, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut acheter en résidence principale. Pourquoi? Parce que le marché aujourd'hui est un marché qui s'est retourné par rapport à il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est sur des taux d'intérêt qui sont revenus à 3%, en moyenne, entre 3 et 4. Et donc, des loyers de location qui augmentent. Donc aujourd'hui, une personne lambda, comme vous et moi, on n'a pas intérêt à être en location, puisqu'on va avoir des loyers élevés. D'accord. Donc du coup, à l'instant T, il vaut mieux acheter sa résidence principale avant d'être en location pour acheter et pour investir. D'accord. C'était pas forcément le cas il y a 3 ans. D'accord. Il y a 3 ans, quand on avait effectivement des taux d'intérêt à 1%, on avait effectivement des loyers qui étaient bas, puisque n'importe qui pouvait faire un crédit pour se loger. Et donc là, c'était l'inverse. Et voilà, encore, comme je dis, il y a 2 écoles. Les premières écoles vont vous dire des arguments qui vont vous convaincre, et la deuxième école va aussi vous fournir des arguments qui vont vous convaincre. Moi, je pense que la bonne réponse, il faut regarder à l'instant T quel est le marché. Et donc, voilà, ça peut varier. Donc, oui, c'est vraiment, ça dépend de votre profil, votre envie, et puis votre projet personnel. Voilà. C'est ça. Ça compte effectivement, donc chacun, voilà, sa façon de voir. En tout cas, de toute façon, tout est possible, tout est ouvert, ces 2 options. Tout est possible.
Et bon, après, voilà, on va élargir peut-être le sujet. Quel conseil vous donnerez à personne euh, qui vit dans un autre pays, à l'étranger, ou acheter en France? Alors, c'est pas forcément des conseils, c'est plutôt des prérequis. Mhm. Déjà, pour qu'une personne d'un pays étranger achète un bien en France, le premier prérequis, c'est d'avoir un compte bancaire en France. Donc le notaire, celui qui officie la vente en France, va vous demander d'avoir l'argent disponible sur un compte dans une banque en France. Donc première chose, pour une personne étrangère, ça va être d'ouvrir un compte en France. Ensuite, d'y amener l'argent pour acheter le bien. Et là, il y a une nouvelle barrière qui va être la loi Tracfin. Tracfin, c'est l'identification de la provenance des fonds. Donc là, la banque et le notaire et l'agent immobilier vont s'assurer que l'argent qui permet d'acheter le bien est de l'argent propre. Ouais. Donc qui est justifié par voilà, soit de l'épargne, soit un héritage. Et voilà, l'argent qui va être utilisé pour la vente, Ouais. on a une traçabilité. D'accord. Que ce soit pas de l'argent issu d'un... Blanchiment d'argent, etc. C'est ça, Ouais. D'accord. exactement. N'importe quel montant, en fait, vraiment, il faut C'est ça. besoin de nous justifier Exactement. le montant. Ouais. Ouais. D'accord. C'est la loi Tracfin. Ouais. Ok. Et est-ce que ces gens qui habitent à l'étranger, ils ont le droit d'obtenir un crédit immobilier en France? Est-ce qu'il y a une possibilité? Alors, il y a une possibilité, mais elle est très C'est vrai. anecdotique. Je pense qu'il vaut mieux obtenir son crédit d'une banque étrangère. C'est plus facile à faire que d'obtenir qu'on soit étranger, qu'on ouvre un compte en France et qu'on demande à cette banque de nous prêter de l'argent. Il vaut mieux obtenir son crédit par sa banque nationale. Si je prends un exemple, voilà, un client américain qui veut acheter en France et qui aura un crédit à faire pour acheter son bien en France, ce sera beaucoup plus facile à faire avec sa banque américaine qu'avec une banque française. D'accord. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent d'ailleurs, qui investissent en France. Est-ce que le marché français il est ouvert et favorable pour les investisseurs étrangers? Alors oui, pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'immobilier est assez stable en France. On a un dicton qui dit voilà, le marché refuge, c'est la pierre. Donc voilà, c'est l'immobilier. Ouais. C'est vrai que l'immobilier, même là, sur la période qu'on vient de connaître, qui est une période de crise, hein, entre la bulle immobilière qu'on connaissait en 2022 ou 2021 au moment du Covid, hein, on avait des prix immobiliers en France qui étaient assez spéculatifs. Même par rapport à cette période, aujourd'hui le marché, cette bulle a explosé. On est revenu sur des prix marchés qui sont plus bas. On n'a pas perdu beaucoup d'argent. On a perdu 10%, 15%, mais qui vont se rattraper très vite. Là, on note encore des augmentations en France, en moyenne, toutes villes confondues, de quasiment 2%. Avec des villes qui prennent 3-4%, mais on a très peu de villes qui perdent de la valorisation. Donc d'une part, c'est ça. C'est l'immobilier en France qui est stable, voire en légère progression. Voilà. L'investissement en France, s'il est bien fait, il ne faut pas qu'il y ait un coup de cœur et qu'on paye un prix astronomique, mais voilà, si on est bien accompagné, qu'on achète un bien, voilà, ça ne perdra jamais de valeur. D'accord. Ça va en prendre un peu tous les ans. Donc voilà, ça c'est le bon investissement. Et si après on le met en location, cet investissement qu'on a acheté en France, on peut avoir des rendements chaque mois entre 6 et 10%. D'accord. Retour sur investissement. Retour sur investissement, voilà, qui est assez intéressant. Alors il y a peut-être des zones dans le monde qui sont plus intéressantes que ça en termes de rendement, de pourcentage, mais peut-être pas sur un marché aussi stable. En France, voilà, on est sur un marché qui est sécure, qui est stable. On est sûr que voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, la valeur de notre bien sera supérieure à celle qu'on a payée. D'accord.
C'est vrai qu'en France, il y en a beaucoup d'avantages, hein. Il y a beaucoup d'avantages d'acquérir un ou plusieurs biens, c'est vrai. Et il y a un seul inconvénient. Par exemple, la loi protège bien les locataires. Et C'est vrai. bon, on connaît aussi certaines voilà, des choses de l'euro, de locataires qui ne payent pas. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a des statistiques, est-ce qu'il y en a des choses à faire voilà, contre cette malhonnêteté? Et alors, le gouvernement français, voilà, il travaille. Et c'est vrai que bon, les gouvernements se suivent et malheureusement se ressemblent pas. Donc dès qu'on fait un pas en avant pour le propriétaire, on fait deux pas en arrière pour le locataire, et ainsi de suite. Donc les lois se suivent et se ressemblent pas. Un coup, ça va être effectivement protection du propriétaire, un coup, ça va être protection du locataire. Euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un point particulier en France qui, à l'instant T en tout cas, protège assez le locataire. Ouais. Maintenant, on a des façons de se protéger de ces problématiques, hein. Si on se fait accompagner par une agence, en tout cas c'est ce que nous on pratique, on s'assure que le locataire qu'on met en place pour l'investisseur, voilà, ce soit un locataire qui ait des garanties et qui, en tout état de cause, voilà, paiera son loyer. Effectivement, bien sûr, il y en a toujours une solution, hein. Voilà. Il faut bien sélectionner le locataire, C'est il ça. faut bien voir son dossier, etc. Oui. Donc effectivement, il y en a toujours, toujours des solutions existent. Vous êtes sur Toulouse, Oui, la région Occitanie. oui. Et dans l'Occitanie, en fait, voilà, vous êtes vraiment focalisé sur Toulouse en Occitanie ou sinon Alors nous, aussi... notre périmètre d'activité, c'est 1 heure autour de Toulouse. D'accord. Donc au nord, on va être à Montauban, Albi, Castres, le nord de Carcassonne et Auch. Voilà, j'ai fait un très gros périmètre. D'accord. C'est notre zone d'intervention. Canopy, Remax Canopy, on intervient sur cette zone-là. D'accord. Dans votre zone, par exemple, personne qui regarde, qui veut investir, voilà. Et dans ce cas-là, quelle zone vous conseillerez de l'investir en fait? Alors, tout dépend l'investissement. Est-ce que c'est un investissement patrimonial de se dire ce bien, j'ai vocation à y aller, ou est-ce que c'est un investissement purement locatif? Là, effectivement, on ne sera pas sur la même région. Si on est sur un investissement patrimonial, ça peut être un bien qui est dans Toulouse, puisqu'on se dit, voilà, le jour où je vais y venir, j'aurai le métro au pied de l'appartement, il sera facile d'accès. Ou si c'est un investissement purement financier, où on n'a pas vocation à y aller, là, je vais plutôt conseiller de prendre en grande périphérie de Toulouse. Pourquoi? Je prends un exemple. Gaillac, qui est une ville qui est entre Toulouse et Albi. Tout à fait. Voilà, on est à mi-chemin. L'investissement sur Gaillac est plus intéressant qu'un investissement sur Toulouse ou sur Albi. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier est bien inférieur. Mais le prix à la location est quasiment similaire. Si je prends un T2 à Toulouse ou Albi, c'est peut-être un loyer entre 600 et 700. D'accord. Mais pour un montant de 150 000 euros. Si je prends un bien à Gaillac, du même type, le prix il sera peut-être à 80 000 euros pour un loyer peut-être à 600. Donc la rentabilité financière est plus intéressante à Gaillac qu'à Toulouse ou qu'à Albi. Tout à fait, oui. Voilà. Donc si c'est un investissement patrimonial, plutôt dans une ville, voilà, rentabilité beaucoup moins. Voilà, rentabilité moins. Si c'est plutôt un investissement financier, dans ce cas-là, on va regarder des villes qui sont voilà, en grande périphérie. Donc Gaillac, Albi, Auch. Alors, Jourdain. Là, on est dans des grandes villes. Voilà. L'île Jourdain, voilà, l'île Jourdain, c'est un bon exemple. On est entre Auch et Toulouse. Tout à fait. Voilà. Donc là, effectivement, c'est plutôt un investissement financier. On aura un prix d'achat qui est plus bas que Auch ou Toulouse. Et on aura par contre un loyer qui sera quasiment similaire à celui de Auch ou Toulouse. Tout à fait, d'ailleurs. Donc la rentabilité est plus intéressante. Ouais. Et il y a un dicton dit que voilà, dans l'immobilier, c'est 3 choses c'est plus important, c'est premier emplacement, deuxième emplacement et troisième emplacement. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis Oui. voilà. Oui. Ouais. Je suis d'accord. La valeur d'un bien, que ce soit personnel ou pour le mettre en location, effectivement, c'est la location, la localisation. Ouais, ça compte beaucoup en fait. Ça compte beaucoup. C'est ce qui fait la valeur. Si on D'accord. prend un bien dans Toulouse, un bien qui est face à une bouche de métro, il vaudra forcément plus qu'un bien qui est derrière dans une rue. Effectivement, oui. Et là, c'est l'emplacement. Emplacement, oui.
ça compte effectivement beaucoup. Ouais. Et, en fait, il y a tout type de personnes. Le premier type de personne, en fait, il fonce en fait. Il dit, ok, je l'achète, je l'achète. Et deuxième type de personne, toujours ils sont en attente. Ils disent que bon, je vais l'attendre, c'est pas le bon moment, etc. Pour les personnes, mais quel est votre du coup, conseil en fait pour la personne qui est toujours en attente en fait, qui n'arrive pas à passer à l'action en fait? Ouais. Alors, les personnes qui attendent en se disant voilà, le marché, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter aujourd'hui, le marché sera peut-être meilleur dans 3 ou 6 mois, c'est pas un bon raisonnement. Puisqu'en fait, le marché, les prix vont baisser quand les taux vont augmenter. Et pareil, le prix immobilier va monter si les taux baissent. Ouais. Donc au final, le coût de l'argent, pour emprunter et avoir de l'argent, c'est quasiment toujours le même. Donc il ne faut pas attendre pour acheter. Par contre, il ne faut pas non plus se précipiter. Ouais. Si on a un coup de cœur, c'est celui-là, attention. Il faut quand même vérifier le b.a.-ba. Donc j'en reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, les fondations, le toit et les diagnostics. Ouais, donc il faut toujours mettre à côté son émotion en fait, voilà, c'est ça. Voilà. Il faut être sans froid. Et puis voilà, par contre, voilà, il ne faut pas attendre éternellement, quoi. Voilà. Exactement, il ne faut pas trop attendre. En moyenne, en France, ouais. Les personnes qui achètent visitent 7 à 8 biens. D'accord. Donc voilà, les personnes qui sont acheteurs vont visiter 7 à 8 biens en moyenne avant de faire une offre. D'accord. Avant d'acheter un bien. Et en France, est-ce que vous connaissez une statistique ou pas? En fait, en France, une personne, une famille ou n'importe, il achète un bien, durée moyenne, il garde combien de temps en fait, voilà, un bien en fait. Ouais, alors je crois, j'ai pas la statistique récente, hein, mais je crois que c'est une dizaine d'années. D'accord. Il y a des gens effectivement qui vont revendre très vite, au bout de 3 ans, et des gens qui vont garder leur bien 20 ou 30 ans. Donc en moyenne, c'est une dizaine d'années. Je ne sais plus si c'est 8 ou si c'est 12, mais voilà, c'est autour des 10 ans. D'accord. Donc en tant qu'agent immobilier, il faut être toujours en bonne relation avec les gens. C'est ça, en fait, l'immobilier, c'est effectivement un marathon. C'est dans l'endurance. Ça revient un peu à la résilience. Voilà, il faut être patient, et un client, c'est pas parce que vous avez vendu le bien qu'il a acheté cette année qu'il ne va pas revendre son bien à la fin de l'année. Ouais. Il faut rester au contact de ses acheteurs et de ses vendeurs, puisque si vous avez fait un projet aujourd'hui en 2025, rien ne garantit qu'il ne vous donne pas un projet l'an prochain. Ouais. Donc il faut garder ce contact avec les acheteurs et les vendeurs. C'est pas du one shot. Ouais. C'est un travail de parcours, d'accompagnement. Voilà. Faut garder ce lien dans le temps. Et c'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Hein. D'accord. D'accord. Merci. Et peut-être, si vous permettez, on peut faire un tour peut-être en agence. Bien sûr. On va découvrir aussi. Bien sûr. On y va? Ouais, je vous suis. Donc ici, on est dans la salle Zen. Exactement. C'est ça. Ici, on se trouve dans la salle à manger. Effectivement, dans la cuisine. Hein, dans la cuisine, en fait. Qui sert effectivement aux équipes pour manger le midi. Donc chacun, effectivement, amène sa gamelle qu'il met le matin au frigo, la réchauffe au four micro-ondes, et puis voilà, on mange tous ensemble entre midi et 2. Donc c'est bien équipé, c'est beau matos, c'est bien fait, et puis on voit des jolis tableaux aussi. Effectivement, donc ça, tous les trimestres, tous les 3 mois, on met à disposition nos murs pour qu'un artiste expose ses créations. Donc là, aujourd'hui, c'est Louis-Maurice Parra, qui est un artiste peintre, hein, qui expose ses créations dans toute l'agence. Donc vous le verrez au fur et à mesure de la visite. Hein. Donc là, sur la gauche, on a un premier partenaire, hein, qui est la société Valteos. Donc Valteos, qui est une agence immobilière spécialisée en biens professionnels. Donc des bureaux et locaux d'activité. Et puis voilà, on regarde aussi ces beaux tableaux, encore dans ce couloir.
Donc ici, c'est notre accueil. Au premier étage ici. Exactement. On est au premier étage. Donc là, ça fait partie intégrante du concept, hein. Canopy, c'est la canopée. La canopée, c'est quoi? C'est une communauté, effectivement, de différentes espèces qui cohabitent entre elles dans la forêt tropicale. Et donc voilà, on le voit, c'est assez vert, il y a beaucoup de végétation. C'est vrai? On dirait on est dans la forêt? Exactement. Ok. Donc on a Julie, qui est notre hôtesse d'accueil. Salut Julie. Et on est sur une autre partie du bâtiment. On a effectivement des bureaux qui sont à disposition de nos partenaires. Donc c'est agent immobilier, on fait du travail ici en fait. Oui, alors non, D'accord. les agents commerciaux sont à côté. Ici, c'est plus pour nos partenaires. D'accord. Le déménageur, quand il a un devis à faire, il vient ici. Le notaire, le courtier en prêt, le gestionnaire patrimoine. C'est les bureaux qui sont à leur disposition. C'est vrai que l'immobilier, c'est très passionnant parce que vous touchez tout en fait. Vous touchez tout en fait. Vous travaillez avec des 90 000 professionnels. En fait. C'est ça. En fait, le leitmotiv de Canopy, c'est d'accompagner nos clients de A jusqu'à Z. Donc nous, en tant qu'agent immobilier, on fera peut-être une partie, je ne sais pas, de E jusqu'à M, mais ce qui se passe avant et ce qui se passe après, il faut qu'on soit capable d'y répondre. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet écosystème avec des partenaires, pour accompagner nos clients, voilà, de A jusqu'à Z. Tout à fait. Donc là, on bascule dans la partie Remax. Donc ici, on a un premier open space, donc c'est là où notre équipe commerciale, les agents commerciaux viennent travailler, donc pour la partie administrative. Donc là, ils ne sont pas là, hein, ils sont sur le terrain en train de trouver des biens et discuter avec des prospects. Voilà, là, c'est l'open space où ils viennent travailler. Et du coup, justement, agent commercial, en fait, bon, plupart du temps, ils passent sur terrain en fait. Ah oui, c'est 90% du temps, ils sont sur le terrain. Et ils viennent à l'agence, soit pour rencontrer les clients et leur faire signer un mandat de vente, soit pour faire la partie administrative. D'accord. Donc là, ils ont à disposition une imprimante pour imprimer, photocopier, scanner. Donc effectivement, voilà. Si on veut réussir, il faut être sur terrain en fait, tout simplement. C'est ça. Il faut être sur le terrain. Et donc là, c'est la partie salle de formation. D'accord. Où là, on dispense nos formations, notre accompagnement. C'est vrai que vous avez un grand espace ici. Oui. Ça ne trouve pas partout en fait. Donc vous formez en fait vos agents ici en fait. Oui. D'accord. Donc quand une personne nous rejoint, voilà, on a plusieurs semaines de formation où on va dispenser la formation Remax. Puis effectivement l'accompagnement Canopy, hein, on va les accompagner sur le terrain, on va les former à la fois ici en présentiel, on a des formations qui se font à distance en e-learning. Et puis, on a surtout un accompagnement sur le terrain. À partir de zéro. Oui. Dans ce cas-là, quels sont vos conseils en fait pour personnes qui démarrent en fait? Ouais. Alors, une personne qui démarre, c'est effectivement la première chose, trouver la bonne agence. D'accord. Puisqu'il faut une agence qui va accompagner cette personne en reconversion professionnelle, qui va prendre le temps de la former, de l'accompagner. Et c'est là où nous, on se différencie vraiment. C'est que voilà, la formation, l'accompagnement, c'est effectivement sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On ne va pas lâcher la personne sur le terrain. Je sais qu'il y a d'autres agences qui font ça, d'autres réseaux qui font ça, qui dispensent une formation de quelques jours et après va sur le terrain, ramène du mandat. D'accord. Ça, effectivement, pour une personne qui est en reconversion, c'est très dur et elle risque de se dégoûter. C'est-à-dire qu'elle va effectivement taper à des portes, rencontrer du monde, mais ne pas avoir de résultats, en tout cas pas rapidement. Et là, c'est un peu le risque d'une personne qui est en reconversion, c'est de se dégoûter. Donc il lâche, donc il lâche et il part. Mais ça arrive assez courant d'ailleurs, hein, c'est pour ça oui, aussi. Ah non, mais c'est très courant, c'est pour ça que nous, on a un vrai point fort sur ce domaine-là, surtout sur des personnes qui sont en reconversion, c'est que nous, on prend le temps de les former ici, avec des moyens modernes, de les accompagner sur le terrain. Ouais. Et donc là, voilà, c'est beaucoup plus favorable pour un démarrage rapide. Et donc ça évite effectivement que les personnes se dégoûtent et renoncent. Oui, justement, c'est pour ça la fondation, c'est très très important en fait. Hein. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en fait. C'est ça. D'accord, merci. Et juste le dernier mot, voilà, si vous voulez ajouter à la fin. Oui, écoute, j'espère que des personnes de Mongolie se joindront à nous. Il y a beaucoup de choses à faire en commun.
Je pense que voilà, la Mongolie, c'est un pays qui n'est pas très connu des Français, mais qui mérite effectivement d'être connu, et ravi de t'avoir rencontré. Merci, merci, très apprécié d'ailleurs. En 12e interview, peut-être on fera en Mongolie. Très bien, puis, avec grand plaisir. Il y a des personnes qui nous écoutent, agence de M. Adrien, c'est à Toulouse, à Balma. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas à venir rencontrer si vous avez besoin d'un conseil ou un projet immobilier. Et puis, ce sera un grand plaisir en fait. Plaisir partagé. Et merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À bientôt.